Merci à Biz&Buzz et à Jean-Marc Kolb de nous proposer de faire un atelier, une conférence sur les événements digitaux. On en avait fait un il y a quelques temps, c'était au tout début du Covid, sur justement comment s'adapter en temps de Covid, justement par rapport aux mesures sanitaires, etc. Comment continuer à créer du lien et garder du lien avec ses clients, ses prospects ou même ses salariés. Là, du coup, on va essayer de parler de espérons l'après-Covid, c'est-à-dire les événements, à quoi ils vont ressembler maintenant, quelles sont un peu les tendances, quelles sont les bonnes pratiques, on va donner quelques conseils. Et voilà, donc si ça vous va comme programme, on va y aller. Et comme dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je regarde ça pour les poser à François pendant toute l'émission. Alors déjà, je vais laisser François présenter un peu l'entreprise. Alors, l'entreprise Viastoria existe depuis un certain nombre d'années. On a vu pas mal d'évolutions, puisque l'entreprise a plus de 40 ans aujourd'hui. Au tout début, on a commencé par la photo, donc ça remonte quand même assez à loin. Aujourd'hui, en fait, on a 3 domaines d'activité. Avant tout, on est une agence de communication audiovisuelle. Donc on produit du contenu pour la communication des entreprises, des collectivités, de toute forme de contenu, du simple reportage à des choses plus élaborées, de motion design, de 3D, de fiction d'entreprise. Tout ce qui touche de près ou de loin à la communication d'entreprise et évidemment la communication institutionnelle. Et puis aujourd'hui, beaucoup de plateaux, de publicité et de plateaux web TV, on verra pourquoi, ces derniers temps. La deuxième activité qui est assez importante à Viastoria, c'est qu'on est un prestataire reconnu au niveau national pour les chaînes de télévision. Notre cœur d'activité, c'est de faire des captations et des diffusions en live, beaucoup dans le sport, dans des événements d'actualité. Là, on va rentrer dans une période d'élection, donc vraisemblablement, on va avoir beaucoup de travail à ce moment-là, des événements culturels, donc des captations. Notre cœur de métier, c'est de faire du live, donc du live broadcast, que ce soit par satellite ou par, aujourd'hui, la 4G. Ou de la fibre, et on fait notamment beaucoup dans le sport. On gère par exemple, toute la Ligue 1 de handball au niveau national, donc on fait de la captation, la transmission, du commentaire et de la diffusion puisque c'est une diffusion sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est une activité qui est assez importante chez nous, et qui est, sur lequel on travaille, sur tout le territoire. Le troisième, effectivement, la 3e activité qui prend un essor, très important ces derniers temps, c'est les événements digitaux. On réalise, beaucoup d'événements, de plateau ces derniers temps. Donc on était déjà équipés, nous, avant le covid, avant la crise, depuis plus d'une dizaine d'années, par des studios web, puisque le streaming et le web, c'est des métiers qu'on connaissait déjà depuis longtemps. Et effectivement, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de demandes de streaming, de plateaux de captation en streaming, et d'événements d'entreprise. Et puis que ça soit aussi, sur des sites internet, des sites privatifs, des réseaux sociaux, voilà, tout ce type de conférences. Dernier élément aussi, qui est quelque chose qu'on a lancé il y a quelques années, qui est la Video School. On propose à nos clients d'être formés aux outils d'aujourd'hui, c'est-à-dire à apprendre à tourner et à monter à partir d'un smartphone, sachant que vraiment le smartphone, c'est l'outil du quotidien pour la vidéo. Tout le monde sait utiliser son smartphone, a déjà fait de la vidéo avec son smartphone. Nous, on forme nos clients et les communicants à utiliser cet outil le mieux possible pour pouvoir eux-mêmes produire du contenu, pour les réseaux sociaux, pour leur communication interne ou externe, et ça marche plutôt pas mal. On a dû former, depuis 4 ans que le programme existe, près de 400 personnes dans les entreprises et les collectivités. Voilà, et on est en partenariat avec, CCI Campus sur ce programme-là, qui nous apporte leur soutien, pour les inscriptions et pour la communication. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette conférence aujourd'hui? Donc comme je le disais tout à l'heure, on en a pas mal parlé pendant le Covid, là on va en parler un petit peu en sortie de Covid. On a pu réaliser, on a eu la chance en tout cas de pouvoir réaliser plus de 150 événements digitaux, hein, c'est ça, depuis le Covid? Oui, c'est ça, depuis 18 mois, il y a eu une explosion, alors à marche forcée pour les entreprises au tout début, qui sont arrivés dans la communication. Alors nous, comme je disais, on était prêts, on a tout de suite communiqué, même avant le confinement, quelques jours avant, on a fait des communications très importantes, pour des organisations professionnelles. Et puis il y a tout un tas d'entreprises qui sont venues à marche forcée à utiliser le digital pour continuer à communiquer et continuer à être présents avec
leur cible. Et en 18 mois, on n'a pas arrêté de communiquer pour de la communication interne, pour la communication externe, pour de la communication au sein des entreprises, à l'extérieur des entreprises, sur le terrain, puisqu'on a aussi, ces derniers temps, aussi beaucoup été sur site. Et on a même fait une célébration œcuménique dans notre studio ici, au tout début du confinement, qui a été diffusée sur France 3. Vous voyez qu'il y a eu un énorme appel au début et qui continue aujourd'hui. Donc on a complètement démultiplié nos équipes, nos techniques pour pouvoir répondre à cette demande qui était très, très forte. Là, il y Alors a quelques petits exemples voilà. justement, alors je sais pas si tu as quelques mots à dire sur quelques images? Alors ça, c'est quelques exemples de plateaux, alors vous voyez, on reconnaît d'ailleurs, en haut à droite le studio qui est derrière nous, donc des plateaux soit en web studio, soit en haut à gauche des plateaux sur site dans les entreprises, pour faire aussi des multiplex, on en parlera tout à l'heure. Et puis d'autres formes de plateaux, vous voyez la SIG, hein, on a fait des petits plateaux pour la SIG aussi très régulièrement, pour continuer, à communiquer, avec les partenaires. Et puis des plateaux plus sur mesure, comme vous voyez en bas à gauche, qui sont, on est capable de faire de dimensionner nos plateaux en fonction, soit des simples, petits cam, bicam, tricam, soit des choses plus élaborées avec des décors plus élaborés, avec des choses qui sont beaucoup plus sur mesure, quoi. Et comme le disait François, où c'est important, c'est qu'au début, les gens venaient faire des plateaux parce qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. On va dire que c'était une sorte de contrainte. Mais en fait, de cette contrainte-là, tout ce qu'on a vu avant, notamment pour la SIC qui a fait des plateaux, enfin, tout le monde avec cette contrainte, a pu innover, être créatif et proposer de nouveaux contenus. Certains contenus perdurent encore aujourd'hui, alors que le présentiel, en tout cas, est de retour dans beaucoup d'endroits. Mais justement, ça a vraiment donné des idées, ça a donné de nouvelles opportunités pour les entreprises. Là, vous avez d'autres exemples, que ce soit sur site ou en studio, pour du sport, pour de la cuisine. Enfin, c'est vraiment des contenus qui, à la base, étaient faits, on va dire, par contrainte Covid, mais qui sont aujourd'hui devenus, on va dire, quelque chose de très naturel pour les entreprises. Justement, on va parler de ces nouvelles habitudes. Alors, on en a listé 4. En gros, donc, les événements digitaux, Figito, donc on dit Figito, c'est mix présentiel et mix distanciel, sont là parce qu'on a, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a adopté de nouvelles habitudes. Notamment, la première, c'est la distance. Alors effectivement, tout le monde s'est mis à la visio très rapidement, en télétravail, on était obligé de chacun, s'est mis à s'approprier les outils de la visio, et c'est devenu, chacun travaillait dans son coin, donc il a fallu retrouver le contact avec le télétravail. Donc ça, c'est un premier élément. Aujourd'hui, la visio, on va dire que c'est vraiment quelque chose qui est rentré, complètement dans les usages courants, même en télévision, hein. Ça ne choque plus personne de voir aujourd'hui des communications, de multiplex avec des outils de visio. C'est devenu quelque chose de complètement, accepté, si tant est que, et la qualité du signal, audio et vidéo soit le mieux possible. On n'aura jamais une qualité dite broadcast, de qualité télévision, mais on arrive quand même aujourd'hui avec quelques petits tips, quelques petites aides pour, aider les personnes qui sont en visio à, utiliser au mieux leur caméra. Donc ça a été la première chose, c'était d'intégrer la visio, dans la communication, de plus en plus dans la communication et donc aussi dans le streaming, on le verra, par la suite. Une des deuxièmes habitudes qu'on a vues, justement, c'est cette visio-là. Donc là, François vient d'en parler, justement, sur une sorte de démocratisation de la visio, où avant, c'était pas ultra bien vu de faire des visios un peu partout. Maintenant, on en voit vraiment partout, télé, comme tu disais, internet. La troisième tendance, c'est ce qu'on disait un petit peu avant, sur la créativité des entreprises. Alors la créativité des entreprises, là Thomas, je te laisserai peut-être juste, Ouais. compléter cet aspect-là. Il a fallu effectivement et se remettre en question et puis trouver des moyens de communiquer différemment, de remettre en place de l'interaction avec son public qu'on ne pouvait plus voir. Donc il y a tout un tas de choses qui ont été mises en place et qui sont maintenant, éprouvées, habituelles. Le live chat est un bon exemple, hein, aujourd'hui, n'hésitez pas à communiquer avec le live chat, de mettre en place des systèmes d'interaction avec des jeux, des quiz, des choses comme ça, on en parlera aussi par la suite. Et la dernière, c'est l'apparition, en tout cas la découverte de nouvelles opportunités.
Alors, ces nouvelles opportunités, effectivement, on en a parlé, on y est vu comme je disais tout à l'heure, on est venu un peu à marche forcée. Donc les nouvelles opportunités aujourd'hui, c'est comment on intègre maintenant la communication digitale, dans la communication en sens général et effectivement, on peut considérer que pour 2022, c'est quelque chose qui va durer. On est venu à marche forcée sur cette, c'était un énorme accélérateur, le covid, pour utiliser ces outils digitaux et utiliser, les outils de communication, de streaming et de visio. Il est clair que maintenant, il faut complètement intégrer ça dans sa communication, et les opportunités arrivent, sous forme de création, d'organisation d'événements, présentiels, mi-présentiels, phigitaux. Enfin, il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui. On va en parler un petit peu plus loin sur les usages. Et justement, les événements d'aujourd'hui, alors on les a triés, on va dire, on les a listés en 3 catégories. Alors les premiers, les plus classiques, le 100 présentiel. Alors ça, on a bien vu que ça s'était un petit peu arrêté à un moment donné, mais on espère tous que ça va revenir et ça revient. Mmh. Donc les événements 100 présentiels, donc ils vont revenir, ils reviennent, c'est en bonne voie. On va y venir, assez rapidement. Donc ça, c'est, alors ce que tu disais 100 présentiel, c'est, uniquement des événements, C'est ça, sans rien, sans captation, vraiment l'événement voilà. classique. Voilà, on est encore un petit peu contraint aujourd'hui par les jauges et par le port du masque et par le pass sanitaire, mais c'est aujourd'hui, premier événement qui arrive, c'est le 100 présentiel qui revient, on va dire, Mmh. voilà. Et justement, il y a le mix dont on parlait, ce qu'on appelle phygital, c'est présentiel plus captation, diffusion en distanciel. Voilà, alors on s'est rendu compte que les entreprises se sont rendues compte évidemment qu'avec le digital, on arrivait à capter, heu, au début, son public, mais aujourd'hui un autre public, qu'on n'imaginait pas, au début. Donc, les événements commencent à être mixtes maintenant, de plus en plus et pour aujourd'hui, pour capter alors c'est la preuve aujourd'hui, hein, vous êtes chacun chez vous, donc on ne se déplace pas. Là, on est dans une conversation purement, digitale, mais on imagine bien qu'on peut toucher d'autres types de publics, des gens qui peuvent pas venir, peuvent pas se déplacer Mmh. et de plus en plus dans les événements aujourd'hui, c'est complètement intégré d'avoir une captation et une diffusion digitale mixte avec un événement présentiel, quoi. Parce que là, par exemple, c'était, dans le cadre d'une convention, le visuel qu'on voit, où il y avait des gens en public, en présentiel, qui étaient, ben, dans les gradins, quoi, dans le public, et ils avaient capté pour justement l'ensemble du groupe qui n'était pas forcément, dans la région, pas forcément en France ou pas forcément, envie de se déplacer à outre mesure. Donc c'est quelque chose qui est en fait assez logique et qui maintenant devient très naturel dans la réflexion en amont de la création de l'événement. Et on a le 100 digital. Alors le 100 digital, continue à exister. Il a existé encore une fois pendant 18 mois très fortement, mais il continue à exister et d'ailleurs on se rend compte que maintenant il y a des éléments un petit peu, hybrides entre des événements uniquement présentiels et puis, des communications purement digitales, qui sont des communications, qui rythment un petit peu la communication générale, qui permet de faire plein de choses aussi, des Mmh. multiplexes, des interventions, dans des réalisations, par visio, mais d'avoir une gestion entièrement digitale, quoi. Et ça permet, on va justement le voir, dès maintenant, beaucoup de choses, notamment je prends l'exemple d'un événement qu'on va faire demain. Demain, il y a vraiment une toute petite équipe qui vient, d'un grand groupe et en fait, ils vont être, 2 ou 3, 2 personnes en live et ils vont parler à un ensemble de groupes qui seront chacun dans leur agence partout en France. Donc ça amène pas mal d'opportunités, mais on va en parler justement, de suite. Justement pour ces 100 digitaux, alors il y a 2 versions, il y a soit sur site, soit, en studio. La version sur site, il y a pas mal d'intérêt en tout cas pour s'y intéresser. Alors oui, c'est sûr que, on est au cœur de l'événement. Ça, c'est si on a des choses à montrer, un décor et puis d'être dans un environnement qui est parlant pour le spectateur, c'est toujours sympa d'être sur site, et puis ça met, vraiment en valeur tout cet environnement, et puis bon, un avantage aussi, c'est que pour le client, on est proche de lui et ça évite aussi peut-être de se déplacer. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a des entreprises qui commencent aussi à s'équiper eux-mêmes avec des studios, qui sont, vraiment, pour des usages beaucoup plus courants. Donc soit ils ont un environnement qui est dédié à ces événements-là. Ils font appel à des prestataires externes pour pouvoir les accompagner, mais de plus en plus, le fait d'avoir son propre studio et son propre outil de communication, sur site, ça, c'est quand même assez intéressant, quoi. Et puis, donc on peut, donc en termes de diffusion, ça peut être effectivement, dans le cadre de l'entreprise. Alors il y a des contraintes, hein, on en parlera tout à l'heure, notamment des contraintes informatiques. On ne peut pas, rentrer, certaines entreprises qui sont assez verrouillées de manière informatique pour des raisons de sécurité, ce qui est compréhensible. Mais c'est des choses qu'on arrive à «contourner» entre guillemets en ayant les bonnes clés. Alors soit de la diffusion en entreprise, soit diffusion, sur des gens qui sont encore aussi beaucoup en télétravail, de la diffusion plutôt plus personnelle, et des gens qui puissent communiquer entre eux à distance sur différents endroits, quoi.
Et comme vous le voyez derrière nous, il y a aussi le 100% digital, mais depuis un studio professionnel, notamment cet exemple-là. Alors l'avantage du studio, c'est qu'on est effectivement, on est dans un confort technique qui est plus intéressant parce qu'on n'a pas de problème acoustique. On est vraiment dans un studio, on a les caméras adaptées, on a les micros adaptés, on a une lumière adaptée, et on a quelque chose de très calibré, qui est plus facile et plus facile aussi économiquement puisque du coup ce studio-là, il est équipé. On n'a pas besoin, contrairement à un déplacement sur site, de réinstaller, de faire un plan feu comme on dit pour faire de la lumière. Donc il est entièrement équipé, contrôlé, donc ça, c'est quand même, plutôt intéressant et puis on garantit aussi effectivement en studio, la transmission puisque la transmission et le streaming, c'est quand même, très important. Nous, on a une grosse fibre ici qui permet de garantir un On a même streaming. 2, je crois, M2, ouais, au cas où. au cas où. D'ailleurs, on a déjà utilisé la deuxième quand il y a eu des soucis avec, Mmh. OVH ou autre et autres. Mais, donc on garantit quand même la transmission du signal. Ce qui est quand même hyper important, c'est que le signal, il soit transmis, quoi. Ce qui est pas toujours, facile à gérer en entreprise, mais, qui nécessite plus de préparation en amont. Donc ça le studio apporte un avantage, je dirais, avant tout économique et qualitatif en termes de mise en image, quoi. Et du coup, les avantages, c'est Voilà. ça, faible coût et petite équipe présente. Voilà, on a une équipe effectivement qui est réduite puisqu'on a dans ces types de plateaux-là, alors qu'on fait aussi sur site, c'est qu'on a des caméras, robotisées, automatisées. Donc on peut gérer, sur un studio comme ça 4, 5, 6 caméras, simplement avec un opérateur qui va avec un joystick gérer, les caméras. Donc on réduit en termes d'équipement, en termes de moyens humains, le personnel. Ça fait des petites équipes, quoi. Là, quelques exemples, hein, de derniers événements qu'on a pu faire. Alors, c'était soit pour des conventions annuelles, de groupe, soit pour des événements, spécifiques à une date, une année, soit un anniversaire, soit, à une réunion interne. Enfin, vraiment beaucoup de choses, en fait. Tout est possible. Il n'y a pas vraiment de contraintes en termes de contenu. C'est l'intérêt du digital, c'est tout est possible effectivement, ouais. Un petit exemple, dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'était, Octave, alors je ne sais pas s'il y en a qui connaissent déjà, ou peut-être qu'il y en a qui ont déjà suivi les lives justement, qui était venu nous voir il y a 1 an pour, faire plusieurs lives sur Facebook, donc vraiment que des Facebook Live depuis leur page Facebook. On va faire un premier live déjà parce que, Oui, ils voulaient faire d'abord un premier un essai, live, ouais, un premier voilà. live, ouais. Mmh. Qui s'est conclu du coup, enfin qui a été une réussite. Et justement, ce qui était fort avec cet exemple-là, c'est que du coup, eux étaient vraiment une petite équipe avec forcément aussi un petit budget. Enfin, en tout cas, ils voulaient faire quelque chose de pro, sans forcément utiliser vraiment une artillerie lourde. Donc, on leur a proposé un dispositif technique et humain qui collait bien. Donc, eux sont venus, on a diffusé le live directement sur la page Facebook et au bout d'une heure, donc c'était un live sur tout ce qui est rénovation énergétique. Il y avait à la fois des informations, plus beaucoup de questions-réponses, vu que c'était vraiment très interactif avec le chat de Facebook qui n'arrêtait pas d'évoluer. Et le soir même, ou le lendemain en tout cas, on nous a envoyé un petit message en disant que le site avait doublé de visites et le nombre de devis, enfin, en tout cas le nombre de contacts, avait augmenté aussi de 50%, juste avec un seul Facebook Live. Donc justement, comme disait François, ils étaient venus pour un Facebook Live, ils en ont fait 3 depuis. Et ça montre bien que des fois, avec une simple idée et un petit peu d'investissement, ça peut vraiment donner de très très belles réussites. Et notamment, là, c'en était une. Et donc, je crois qu'ils vont peut-être revenir encore en hiver Ils ont pour en goûté, reparler. et ils voient les rendus, le résultat et puis C'est effectivement ça. les réseaux sociaux, le Facebook Live. Alors dans leur cas, c'était une communication grand public, Mm. donc les réseaux sociaux sont tout à fait adaptés à ce type de diffusion live. Ouais. Donc mettre une réalisation en amont, qualitative, multicaméra, envoyer ce signal-là sur les réseaux sociaux pour voir quelque chose de très quali, voilà, ils ont eu effectivement un énorme résultat au la 1 événement. On en a refait un, je pense peut-être 1 ou 2 mois après, Ouais, assez c'est rapidement, hein. ça. On a fait 2 ou 3 mois. Voilà, et donc ça s'est, reproduit 2, 3 fois, peut-être encore une fois, donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, quoi. Et ce qui est intéressant quand vous faites aussi des événements digitaux, phygitaux, même en présentiel, en grand public, c'est surtout de s'appuyer sur soit de l'actualité ou en tout cas quelque chose qui colle à l'actualité des gens autour de vous. Là, pour le coup, c'était en plein hiver et je crois que c'était la semaine où l'État parlait de ce qu'on appelle les passoires thermiques, comme quoi ils allaient essayer de rénover justement beaucoup, beaucoup de bâtiments. Eux sont arrivés une semaine après, donc ça s'est fait assez rapidement. Et vu que c'était en plein dans la thématique et en plein dans l'actualité des gens, du grand public, forcément, il y a eu beaucoup de monde présent, beaucoup de monde sur le replay. Enfin, il faut vraiment toujours s'appuyer sur une actu qui touche l'audience que vous voulez toucher. Et là, pour le coup, c'était vraiment ultra, ultra bien ciblé. On va vous parler aussi du coup d'événements Figito.
Donc là, c'est ce qu'on appelle mix présentiel et distanciel. Ça vous permet d'avoir pas mal d'opportunités, hein. Alors oui, effectivement, alors celui-là, c'est un événement, l'événement en l'occurrence que tu présentes là, c'est que je connais moins que toi, Mmh. dans le principe, mais effectivement, c'est comme on le disait tout à l'heure, c'est de mixer, cet événement et de capter, à la fois en présentiel et avoir des gens, ah non, pardon, avoir des gens en présentiel et capter en même temps, l'événement en studio. Donc on peut tout à c'est ça qui est intéressant. Alors ça, ce Start to Play, c'était sur le jeu, hein, Ouais, puisque c'est ça. On l'avait fait 2 fois en studio ouais. distanciel. On n'avait pas fait justement ce mix digital, mais je sais que l'organisation y pense fortement à faire du présentiel, plus élargir justement l'audience, ouais. Voilà et ce qui est intéressant aussi, c'est donc, dans ce mix-là, on peut tout à fait aussi imaginer de faire des formes de duplex, entre des événements physiques, entre des interventions en studio, enfin, il y a tout un tas de possibilités aujourd'hui qui sont, assez faciles à mettre en place, quoi. Et donc là, encore une fois, hein, pas forcément de limite dans la création, justement, là, vous pouvez dire que tout est possible, que ce soit en termes d'invités. Notamment, bah, on a aussi travaillé avec le NL Contest quand c'était pas possible de le faire en extérieur. Eux, leur gros avantage, c'était d'inviter des gens qui viennent jamais en France, notamment des Brésiliens, des Australiens. Enfin, vraiment de se dire, on Mmh. utilise la visio au maximum et on se met pas de limite, on invite vraiment les gens qu'on veut. Donc, c'est à la fois intéressant pour toucher développer une audience nationale ou internationale en fonction de votre événement, parce que comme dit la visio, enfin, sur Internet, il n'y a pas de limite, hein, les gens cliquent et sont directement dans l'événement. Mais c'est aussi intéressant en termes de contenu, qu'est-ce que vous voulez montrer pendant votre événement. Et là, du coup, bah, on peut aussi toucher des intervenants qu'on n'a pas l'habitude de pouvoir avoir dans leur émission. Donc ça touche la programmation, le contenu et l'audience. Alors, on parle de visio, on parle de streaming. Il va falloir qu'on vous explique un petit peu aussi la différence entre ces différents outils parce que la visio, tout le monde le connaît et puis forcément, on a une qualité qui est pas très bonne. Quand nous, on parle de visio, c'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est de faire la captation et de faire du streaming. Et le streaming, vous êtes devant la télé, c'est comme si vous regardiez un programme à la télévision et vous avez effectivement un programme de qualité avec une bande passante, une résolution qui sont comme si vous regardiez la télé ou Netflix ou ce que vous voulez, quoi. Contrairement à la visio. Alors, le streaming, il y a la contrainte technique, c'est que vous avez un petit temps technique Mm. de 20, à peu près 20 secondes qui permet d'avoir un process de qualité. Ce qui fait que on utilise la visio, nous, dans la réalisation. C'est qu'on va chercher des fois des gens à distance qui sont chez eux, comme au journal télévisé, on fait des duplex et qu'on intègre complètement dans une réalisation de streaming, hein. Donc, c'est pas, on diffuse rarement des programmes par visio. On le fait à la demande de nos clients parfois parce qu'ils veulent utiliser un outil de visio, mais on n'a pas du tout la même qualité qu'un streaming. Et ça, c'est quand même très important. Et tout l'enjeu du streaming, c'est comment on pallie à ces 20 secondes techniques qui sont incompressibles pour pouvoir justement avoir le plus possible l'échange, quoi. Donc, quand nous, on parle de visio, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait intégrer dans un plateau, dans une réalisation, comme le disait Thomas, quelqu'un qui est au Brésil, quelqu'un qui est d'ailleurs, on le fait partager à une autre communauté avec le streaming qu'on intègre complètement dans la réalisation, quoi, comme en télévision, en fait. Et là, les gros avantages du digital, hein, je pense que vous l'avez bien compris, c'est à la fois le lien physique sur place, donc créer un événement pour les gens qui vont se déplacer pour venir, que ce soit en interne ou en externe, sur l'événement. Et aussi imaginer, alors soit capter tout l'événement et le diffuser en live. Du coup, ça demande un peu d'organisation et de préparation, en tout cas savoir comment on peut accéder ça. Mais, ou alors tout simplement, sur un événement de 2 jours, s'il y a le main event ou en tout cas le gros événement de cet événement-là, justement, bah, qui est le dimanche après-midi, on focus uniquement sur un temps fort de l'événement. C'est pas forcément obligé de tout capter. Il faut aussi bah, imaginer ce que l'audience attend derrière ça. Mais vraiment, encore une fois, tout est possible, hein. Il y a juste à imaginer un peu l'événement en question, le contenu et la diffusion. Et par exemple, dans ce type d'événement-là, qui dure sur plusieurs jours, effectivement, ces temps forts qui peuvent être digitaux, Mm. on peut rendre compte sur le terrain en faisant des making of, des petits reportages qui peuvent être diffusés justement dans des espèces de replays, le lendemain ouais, vraiment, c'est comme de la télévision, hein, les highlights de la journée d'hier, et du coup, là, on a la force du digital pour la diffusion. Pour des gens qui n'étaient pas présents à un événement, on peut tout à fait avec une équipe organisée, tout à fait faire des petits making of et puis de communiquer très régulièrement pendant l'événement en utilisant le digital, quoi. Mm. Bon là, encore une fois, hein, quelques exemples, notamment en haut, les bibliothèques idéales, justement, qui font ça, qui font à la fois du présentiel et aussi du distanciel, donc qui diffusent en live certaines conférences, et des gens peuvent venir aussi les voir sur place. Alors, on dit souvent, oui, mais est-ce que proposer un live gratuit d'un événement
Alors je prends l'exemple du TEDx, par exemple, du TED, où des fois, les conférences sont diffusées gratuitement en live et les gens payent une place en physique. Alors c'est sûr qu'on n'a pas non plus le même retour, quand on est sur place que quand on est derrière son écran. C'est pas du tout le même intérêt qu'on a, la même attention. Mais en tout cas, voilà, encore une fois, c'est possible de faire les 2 pour de gros événements et l'image du dessous, bah, c'est justement la convention dont on vous parlait tout à l'heure, qui était aussi en présentiel et en distanciel. On va maintenant vous lister un peu quelques conseils, en tout cas depuis, 1 an et demi, 2 ans, on va dire sur cette mécanique d'événements digitaux, phigitaux. On commence à voir ce qui marche pas. Donc on va, vous partager nos quelques conseils si jamais vous voulez vous lancer ou si vous voulez faire évoluer par hasard vos événements. Alors le premier, c'est la donc je vais les lister, on va revenir après dessus, hein. C'est la diffusion. Vous allez voir, c'est facile à retenir, tout finit en ion. Il y a la diffusion, ensuite il y a la modération, il y a l'animation qui est à prendre en compte, l'interaction. Donc 4 éléments à retenir et on va commencer par la diffusion. Alors la diffusion, tout dépend effectivement, de vos cibles. Il y a plusieurs, types de diffusion. La diffusion soit sur les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes, Facebook. Alors les plus connus, Thomas, c'est Facebook, YouTube, Facebook, YouTube, Twitch maintenant de plus en plus. ouais, LinkedIn le fait aussi, un petit peu. voilà. On Alors en voit qui arrivent de temps en temps, ouais. alors ça, c'est vraiment la diffusion, grand public, hein. Vous êtes sur un réseau, vous voulez avoir une communication assez large. Alors non, j'arrive pas bien à ce que tu dis. Ouais. Oui, alors c'est ça, c'est que donc il y a ce type de diffusion. Après, il y a la diffusion, privative et on en a fait énormément. Nous, on gère nos propres, serveurs de streaming. Parce que la grande difficulté, c'est de bien gérer le streaming et de le dimensionner surtout à son audience cible. Si vous avez, 80 personnes ou 5 000 personnes, il faut s'assurer qu'on puisse gérer correctement la diffusion. Alors sur les réseaux sociaux, il y a pas de souci parce que, voilà, c'est habituel. Maintenant, si vous faites des diffusions privatives et ce qui est quand même dans beaucoup de cas, ou B2B ou des diffusions plus spécifiques, En interne, ouais. ou interne, on va dire qu'aujourd'hui, nous, la proportion, elle est quand même très importante dans des diffusions, B2B internes. Donc on en est très, très sollicité pour qu'on puisse, avoir nos propres serveurs et donc on dimensionne un serveur, adapté pour ces diffusions. Donc on garantit le streaming, on garantit que ça part bien, on garantit que ça c'est bien arrivé chez les gens. Alors après chez les gens, ou en entreprise, on s'assure qu'en entreprise, on puisse bien rentrer dans les systèmes informatiques, hein. On a besoin de valider ça en amont parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des systèmes, sécurisés, ce qui est normal. On travaille beaucoup pour les banques. Mmh. Vous garantis que pour être sûr que les gens, que ça rentre dans la banque et que la communication, quand on a une communication interne, que les collaborateurs de la banque, qu'ils soient chez eux, dans la banque ou ailleurs ou en vacances, ils puissent voir le signal de manière, sécurisée et privative. Donc voilà, il y a tout un processus en amont qui doit être préparé, quoi. Oui, alors c'est vrai que ça, c'est des choses qu'on n'imagine pas quand on imagine un flux ou un lien. Enfin, on se dit, bon, bah, tout le monde peut y avoir accès, c'est assez simple. Alors moi, je viens un peu de l'extérieur de l'audiovisuel à la base, hein, ça fait 2-3 ans que je suis ici, mais en fait, en arrivant, c'est vrai qu'on se rend compte vraiment de tout, que ce soit au niveau matériel ou au niveau diffusion, justement, de ces questions-là auxquelles je me serais jamais posé la question. Je me serais dit, un événement, on le diffuse, les gens regardent, bah voilà, c'est nickel. Mais en fait, c'est vrai que ça prend beaucoup de bandes passantes. Enfin, c'est toutes ces petites questions-là qu'il faut voir avec votre service informatique et du coup, bah, si vous travaillez avec nous ou avec quelqu'un d'autre, avec le responsable de diffusion de l'événement, qui va s'assurer que tout fonctionne bien, que tout soit ouvert, qu'il y a un bon flux, que tout le monde puisse se connecter. Et aussi, des fois, ça nous arrive d'installer du matériel en plus ou Des serveurs, ouais. des serveurs Mmh. pour être sûr que vraiment tout fonctionne. Si c'est des gens qui diffusent sur site, bah, si 300 personnes de la même entreprise se connectent sur le même lien au même moment, forcément, il risque d'avoir des soucis. Mais voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Et comme disait François, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a moins de contraintes. Les seules contraintes, je pense que vous les connaissez, hein, sur YouTube, c'est ne pas utiliser de musique non libre de droit parce que le live peut couper à tout moment. Sur Facebook aussi. Sur Twitch, il y a certains mots aussi qui peuvent ne pas être acceptés. Enfin, voilà, c'est des contraintes plus, on va dire, sur l'audio. Mais voilà, c'est vraiment, quand vous diffusez, pensez vraiment à la diffusion. Comment est-ce que je diffuse, pour qui, comment, combien de personnes, et ensuite, ben, est-ce que notre capacité informatique peut tenir le coup, et sinon, pourquoi? Et alors par rapport à ces diffusions aussi, sur les réseaux sociaux, vous avez aussi le reporting et les statistiques que veulent bien vous donner chaque réseau social. Mmh. Quand vous faites une diffusion privée avec un outil que nous on gère de streaming,
on a aussi des outils de reporting et c'est ça qui est intéressant, c'est de donner aussi à la personne qui organise l'événement, un petit reporting des connexions, du temps de connexion, voilà, du nombre de participants, des points de connexion. Donc c'est les réseaux sociaux évidemment ont ces informations-là. Ils vous donnent peut-être de manière que partielle, le reporting, mais quand on gère nous-mêmes le streaming, on a aussi une information qu'on peut communiquer sur le nombre de participants, et la géolocalisation. Alors, pour des questions de RGPD, il y a quand même des limites, hein. On ne Mmh. sait pas qui, a regardé précisément le programme, mais on a des adresses on voit les adresses IP, on voit la géolocalisation, on voit les temps de connexion, donc c'est tout un tas d'informations qu'on peut donner dans un streaming privatif, quoi. Et justement, sur les streamings privatifs, là, vous avez quelques exemples. Alors, c'est une plateforme qu'on a conçue pour diffuser les lives de nos clients. Donc, il y a la partie vidéo, player vidéo, il y a la partie chat, et ensuite, il y a tout l'habillage autour qui peut varier. Donc, que ce soit via cet outil-là ou via un autre outil de streaming, on va dire que les informations, en tout cas, sont quasiment les mêmes. C'est justement ce player vidéo, où est-ce qu'on le met, quel flux on envoie dessus. Et le chat aussi, parce que pareil, c'est aussi des plugins des fois très complexes, on dirait pas, mais encore une fois, certains services informatiques bloquent certains plugins. Le chat peut en faire partie. Donc, c'est encore une fois des choses à tester en amont, à bien vérifier. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est hyper important. Et on a aussi, peut-être justement, François, tu vas sans doute nous en parler, mais tout ce qui est inscription, relance automatique. Voilà, alors, bah, déjà le live chat déjà aussi, c'est quelque chose c'est un module qu'on fournit, donc on peut modérer, et décider complètement d'en faire ce qu'on veut et avec les réseaux sociaux, c'est un peu différent, soit on l'active pas. En gros, le live chat, Mm. il fonctionne ou il fonctionne pas. Là, il peut y avoir de la modération. Et puis on a développé aussi, des modules d'inscription, par exemple, dans des événements privés ou B2B, bah, on est capable de mettre en place des modules automatisés d'inscription, qui permettent de renseigner ce qu'on veut, ce que le client veut dans l'événement, et après de faire des relances automatiques, de sécuriser l'inscription avec un email, associé à un mot de passe. Donc tout ça, c'est des notions qui sont très importantes dans la communication des entreprises, hein. On a fait beaucoup d'événements, de communication stratégique. Donc évidemment, le client, il veut pas voir, que son streaming soit diffusé et vu par n'importe qui. Donc ce module, permet, alors soit dans une entreprise par des VPN, on arrive à sécuriser l'entrée, soit par un module d'inscription qui délivre un mot de passe, unique et qui match avec une adresse email, par exemple. Voilà, donc c'est des informations, qui permettent de sécuriser, la plateforme de streaming, quoi. Là, Alors, vous êtes encore une fois, ouais, si vous avez des questions quel sur tout ce qui est diffusion, enfin tout ce qu'on dit, n'hésitez pas, parce que c'est vrai que peut-être qu'on oublie des choses, ou peut-être qu'il y a des gens voilà. qui ont déjà de l'intérêt pour ça et qui aimeraient peut-être en savoir un peu plus. N'hésitez surtout Alors pas. évidemment, vous voyez les exemples que vous voyez à l'image, là, on a juste une petite vignette vidéo, mais on peut mettre évidemment, plein écran, le programme, Mm. vidéo sur son laptop ou sur son smartphone puisque, on transmet aussi un flux qui est adapté, au smartphone. C'est-à-dire n'importe qui, peut, suivre un programme dans une qualité, sur un smartphone, à distance, un programme de streaming. Donc on dimensionne complètement le flux de streaming avec, différents formats de différentes qualités qui permettent de le voir un peu dans toutes les situations possibles, quoi. Bah, justement, tu en as un petit peu parlé, tout ce qui est modération. Donc la modération, c'est hyper important, que ce soit si vous faites du grand public, vous ne pouvez quasiment pas vous en passer d'un chat actif. Donc là, l'idée, c'est à la fois sur les réseaux sociaux, d'avoir quelqu'un qui puisse modérer. Alors si c'est une plateforme, Facebook par exemple, vous pouvez avoir un modérateur. Si vous êtes sur Facebook, YouTube, LinkedIn et Twitch par exemple, là, je vous conseille peut-être d'être un peu plus. Mais c'est hyper important alors déjà d'un point de vue s'il y a des questions ou des informations qui peuvent être un peu complexes, c'est une chose. Alors, encore une fois, on ne vous recommande pas forcément de supprimer les commentaires, mais d'y répondre. Mais surtout, dans un point de vue interactif, c'est hyper important de montrer que quelqu'un est en contact avec vous en direct, qui prend les questions, qui répond à certaines questions. Le modérateur peut aussi envoyer des questions à l'animateur en plateau pour vraiment créer une interaction entre les gens qui sont présents et les gens qui ne sont pas présents. Enfin, c'est quelque chose que, voilà, encore une fois, que ce soit réseaux sociaux ou streaming privé, qui est hyper importante. Là, par exemple, aujourd'hui, vous me voyez souvent baisser la tête, mais parce que j'ai aussi le petit chat sur le téléphone au cas où vous avez des questions qui arrivent sur une certaine thématique. Donc voilà, modération hyper importante, voire obligatoire. Alors là, on utilise en ce moment un outil, on est sur Zoom, hein, donc on utilise les outils, traditionnels de webinar, de webconférence, hein. Ce dont on vous parle évidemment,
Ça n'a rien à voir en termes de réalisation. Là, on a fait quelque chose d'assez simple. On a juste une caméra qui est branchée devant nous et on utilise les outils de modération du compte Zoom ou autres outils qu'on peut utiliser dans la communication. Mmh. La différence avec ces outils-là, c'est qu'en fait, voilà, on a moins la maîtrise de la réalisation. On est on a voilà, on peut c'est celui j'avais dit traditionnellement, je dis: «C'est celui qui parle le plus fort qui 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 fait la réalisation», puisque ces outils-là, il y a beaucoup d'automatismes, des choses comme ça et puis on va évidemment une qualité qui est moins bonne. Mais pour un webinar, ça fonctionne très bien, ça suffit. Maintenant, tout dépend du niveau qu'on aimerait avoir de confort pour le spectateur, parce que je pense que depuis quelques mois, tout le monde a un petit peu marre des réunions Zoom et des choses un peu compliquées. Par exemple, dans une réunion comme ça, c'est plus difficile d'envoyer des vidéos, des programmes, des lancements, des petits reportages. C'est évidemment très, très compliqué. C'est pas adapté pour ça, parce que ça lag, comme on dit. C'est pas fait pour ça. Les comptes Zoom, c'est une image fixe et puis avec une qualité moindre. Voilà, dans des comptes, dans des streamings plus élaborés, eh ben, on va envoyer des reportages, on en parlera un petit peu de l'interactivité, Mmh. l'interaction qu'on peut imaginer, quoi. C'est ça. Une forme d'interaction justement, c'est l'animation. Alors nous, on a fait pas mal d'événements et quasiment à 99 des cas, il y avait un animateur, qui Ouais. était présenté en tant qu'animateur. Donc, qu'est-ce qui est important dans l'animation, dans le rôle de l'animateur? Alors ça, c'est un rôle très important puisque, un programme est un programme, qui doit être calibré, hein. C'est un peu comme en télé, hein. On fait un conducteur et on a un message à faire passer. On chapitre sa présentation. On a des événements à lancer, par exemple j'en parlais tout à l'heure, des reportages, des jingles, des PowerPoint, des choses qui permettent de structurer une présentation. Et puis d'intervention au plateau, alors l'animateur, il organise, les prises de parole et il est garant du temps. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que lui, il sait qu'il a dans son conducteur, il doit parler 3 minutes avec une personne, 1 minute avec une autre, qu'il doit retrouver quelqu'un en visio à un instant T, qu'il doit lancer une vidéo et ça, c'est un rôle très, très important. Et en fait, il faut considérer que l'animateur, c'est comme quand dans un événement physique, Mmh. vous avez toujours un chef d'orchestre sur scène, hein, quelqu'un qui est garant, qui distribue la parole, qui lance les jingles. Ben, en digital, c'est exactement pareil. Mmh. Ce rôle-là est très important et nous, on le recommande vraiment à 100. Alors ça peut être un animateur qu'on propose nous, qui sont des professionnels de la télévision ou d'animation, qui ont l'habitude de faire ce type d'animation, ou des fois, on a des animateurs qui sont fournis par les entreprises en Mmh. interne, qui ont déjà cette capacité à le faire. Mais c'est un rôle qui est très important, de garantir donc déjà la gestion du temps et puis le partage, du temps de parole, comme je disais, à l'instant. Mmh. Ce qui est intéressant aussi avec l'animateur, encore une fois, donc que ce soit un collaborateur en interne qui a envie de jouer ce rôle-là ou un professionnel, c'est que c'est la personne qui est quasiment la seule à être en lien avec l'audience. C'est-à-dire que quand on est sur le studio, l'animateur a une oreillette qui est connectée justement avec la personne qui est modérateur ou qui est aussi connectée avec la régie, donc il sait vraiment tout ce qui se passe. Le modérateur peut lui envoyer des questions par tablette, par message ou par audio. Et donc, c'est vraiment la personne qui est vraiment le lien entre l'événement physique et les gens en distanciel. Donc, c'est hyper important. Et souvent aussi sur des événements B2B assez complexes, on aime bien proposer un animateur qui s'y connaît pas forcément, mais qui est très curieux. Donc, du coup, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il aura beaucoup de questions déjà en amont pour bien comprendre le sujet et retranscrire le sujet à des gens qu'on va toucher qui ne sont pas forcément experts comme l'animateur. Et même sur place en plateau, quand il y a des termes un peu techniques ou compliqués, si on laisse les personnes en parler entre elles, elles vont se comprendre. Mais par contre, l'audience ne va peut-être pas le comprendre. Donc l'animateur a aussi ce rôle de personne un peu tierce qui va Oui. expliquer, poser des questions pour que l'audience soit vraiment au clair là-dessus. Oui, c'est le prisme du spectateur, en fait. Il se fait le relais du spectateur, que ça soit avec les outils, d'interaction, ou les questions, effectivement, comme tu disais, relancées sur quelque chose qui paraît, pas compréhensible. Donc c'est vraiment, il a ce rôle-là aussi de médiateur aussi, animateur, quoi. Et on va finir du coup par l'interaction de nos mots en ion. Alors forcément, encore une fois, tout ce qui était événements digitaux, etc., on disait au début, il n'y a pas trop d'interaction. Ensuite, petit à petit, des idées vous sont venues, des modules, des plugins, tout est arrivé petit à petit. Et là, aujourd'hui, on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses pour créer un lien, un live interactif. Pas justement
comme on le disait, un live Zoom classique, mais vraiment une réalisation avec des animations, des interactions, et cetera. Donc en plus du chat, je sais pas, donc si tu as quelques idées peut-être Oui, alors il y à a nous présenter? effectivement les outils, qu'on utilise de quiz ou de sondage, de nuages de mots qui étaient aussi utilisés dans l'événementiel, qu'on utilise maintenant en digital, hein, alors que ça soit des outils, avec des plateformes, annexes qu'on peut agglomérer dans un streaming, ou alors on a des outils, par exemple, des modules SMS. Donc l'intérêt, c'est qu'on évite le spectateur ne sort pas de la plateforme, on lui communique via le streaming un numéro dans lequel il pourra répondre à un quiz, un sondage, un jeu, un jeu de rapidité. Donc, alors, c'est les mêmes outils qu'en télé, en fait, hein, sauf que le SMS, Mmh. il est gratuit. Ça a quand même un avantage. Et puis, il peut y avoir des jeux et des challenges à la fin où on peut montrer en live la personne qui a répondu le plus vite, les meilleures réponses. Donc, ça, c'est des outils qui créent vraiment de l'interaction. Et puis, des activités en live aussi, hein. On a eu un jour un magicien Mmh. qui était venu faire une intervention en live. On peut faire du spectacle. Voilà. Faut imaginer qu'on est vraiment, on peut reproduire aujourd'hui, des choses qu'on vit en présentiel, quoi. Mmh. Le On a vu, vous avez sûrement vu en télévision aussi dans le peut-être d'impliquer les personnes, à distance et qu'on utilise dans des grands jeux télé. Ils mettaient des fresques de mosaïques de personnes qui suivaient le programme dans les programmes, en prime time. Donc ça, on récupère des signaux vidéo, de certain nombre de personnes via leur compte, leur caméra, web, et puis on peut créer effectivement, une espèce de proximité digitale avec des gens, avec le petit lien, la petite, limite technique, qui est liée au streaming, c'est qu'il y a toujours du décalage. Alors ce que vous voyez en télévision, quand on voit des spectateurs qui sont en arrière-plan et qui font partie du décor, c'est pas des spectateurs qui suivent, il y a un décalage entre ce qu'ils voient et ce qui réagit, et ce dont ils réagissent, à un moment où ils réagissent, quoi. Donc, mais c'est des choses qu'on gère maintenant. Oui, et Euh, qui peuvent se régler aussi, parce qu'en fait, pour rentrer dans le côté technique, quand on prend des gens en visio, on leur demande justement de couper le live parce que comme disait François, il y a 20 secondes, mais on leur envoie un retour, ce qui fait que les réactions qu'ils auront là, ils les auront vraiment du coup voilà, en direct, quoi. Mais voilà. ça s'anticipe C'est aussi. des choses qui se gèrent et que les personnes qui interviennent dans l'interaction, à distance, sous forme de multiplex, en fait, hein, puisque qu'est-ce qu'on fait? On peut faire intervenir une, deux, trois, 4 personnes, autant qu'on veut. Nous, on a les moyens techniques qui permettent de gérer, d'isoler les caméras de visio et de bien gérer le son le mieux possible pour que utiliser leur caméra pour que ça rentre dans un programme. Alors par contre, effectivement, ces gens-là, on leur demande vous ne suivez pas le streaming parce que vous ne pourrez pas communiquer avec le plateau si vous suivez le streaming à cause des 20 secondes de décalage, quoi. Ouais. Alors après, il y a plein de choses encore à inventer, hein, dans les interactions. Effectivement, il y a des choses qui ont été testées. L'enjeu, c'était de retrouver le plus possible, de l'échange, quoi, hein, donc qu'on avait perdu avec le présentiel, quoi. Ouais, mais en tout cas, encore une fois, hein, vraiment, ce qui est bien avec le live et la vidéo en live, c'est que tout peut être imaginé, que ce soit un truc à distance, que ce soit des gens en physique qui viennent ici, que ce soit... Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est Les très photos, sympa par exemple, aussi, on peut demander aux gens de participer avec Mmh. des outils, pendant Photos, un live, vidéos. d'envoyer des photos, qu'on peut remettre à l'écran du Mmh. coup, enfin, il y a tout un voilà, les nuages de mots, Mmh. des sondages d'humeur qui peuvent s'afficher, dans les écrans. Donc voilà, c'est comme ça qu'on recrée cette interactivité. Ou même des hashtags, hein, dans beaucoup d'émissions, avec un hashtag ou autre, on peut récupérer un message et les mettre en direct. Enfin, c'est vraiment, comme disait François, hein, c'est le même mécanique, mais version digitale, donc c'est encore beaucoup plus libre que la télé. Donc tout est possible. En tout cas, niveau qualité, c'est comme la télé. Niveau créativité, c'est vraiment comme le web, comme Internet. Donc, faut pas hésiter à y aller à fond. Alors maintenant, je vous propose, si vous n'avez toujours pas de questions, je vais regarder quand même. On va passer maintenant à quelques tendances qu'on a pu déceler depuis ces derniers mois et qu'on imagine qui vont encore se développer dans les prochains. On va commencer par l'ère du remote. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire, François, ce que c'est le remote? Et après, on va parler d'un exemple concret. Voilà, alors le remote, c'est la possibilité aujourd'hui, donc avec les tuyaux qui sont de plus en plus gros, qui permettent de gérer des choses plus à distance, et puis l'informatique, c'est qu'on peut gérer à distance des caméras, et faire une réalisation d'un studio, et avoir des gens sur le terrain, un minimum d'équipes sur le terrain qui peuvent gérer une, 2, 3 caméras, et du coup, on récupère les signaux séparés, on fait une réalisation, en live dans un studio là où on veut sur terre, quoi. En tout cas dans le studio éventuellement. Ouais. Et du coup, c'était peut-être un exemple Alors de la l'exemple, oui, on LNH. a on a depuis un an, on a la chance de participer à l'aventure de la Ligue nationale de handball, c'est un modèle
qui a évolué. C'est-à-dire que la ligue maintenant est son propre diffuseur. Ils diffusent des matchs, retransmettent tous les matchs de la Ligue 1 de handball, sur toute la France, sur des plateformes, YouTube. Mmh. Et en fait, c'est nous, on envoie juste des équipes techniques qui ont 2 caméras, sur place, donc un minimum d'équipes, et la réalisation, elle peut être faite est faite à distance ici dans nos studios. On a les commentateurs qui sont dans nos studios, qui Ou à vous voient le distance programme, aussi. ou à distance aussi. Ils peuvent être, Mmh. soit chez eux, soit dans nos studios. On a des commentateurs qui sont à Paris, par exemple. Mmh. On les fait travailler en live par une régie qui est gérée ici à Schiltigheim dans nos studios, pour faire, réaliser les matchs en direct. Et ça va assez loin parce qu'en fait, même avec des petits équipements, avec 2 caméras, on a des ralentis, on a des bumpers d'habillage. On a aussi toutes les informations liées au match qu'on récupère directement du signal de la table, qu'on appelle la table de marque, pour avoir le score, le scoring, le timing. Donc tout ça, c'est de plus en plus, il y a des techniques qui se mettent, pour faire ce qu'on appelle de la remote production. Et on peut tout à fait imaginer, dans le monde de l'entreprise aussi, qu'on puisse avoir, des choses comme ça. On a déjà fait des multiplex, alors ça fait longtemps qu'on fait des multiplex, hein. Alors soit on sort un satellite parce qu'on a les moyens de faire de la transmission satellite, ça coûte assez cher. Soit aujourd'hui, on peut envoyer des petites équipes, sur terrain. On utilise la 4G, on utilise des systèmes qui permettent de faire des multiplex de qualité, et on a des échanges de multiplex, d'interactivité, et on gère tous ces signaux-là dans un studio à distance. Mmh. Donc vraiment, encore une fois, hein, tout ce qui est live digital, ça peut vraiment être fait de partout, tout le temps, toute heure. Donc c'est vraiment hyper intéressant en tout cas de suivre tout ça. Justement, bah, tu parlais des multiplex. Alors ça, c'était un exemple qu'on a fait, très récemment, à l'ES. C'était une communication interne, donc quand même qui touchait les 1 200 salariés, donc c'est quand même une communication importante. C'est exactement le sujet dont on parlait tout à l'heure, des gens qui étaient sur site, des gens qui étaient chez eux, des gens qui étaient dans des salles de réunion, et donc il y avait une communication qui était faite par l'équipe de direction. Et à un moment donné, on a organisé des multiplex dans différentes salles, et il y avait un technicien, une caméra et des gens qui intervenaient dans le programme, sous forme de multiplex, avec un échange avec le studio, des questions avec le studio. Et ça, c'est très facile à organiser. On peut faire ça des multiplex n'importe où, alors que ce soit avec des outils de visio, mais aussi avec des caméras un peu plus élaborées, voire faire des réalisations, comme je disais, par le satellite, par la 4G. On a des outils qui permettent, par exemple, de faire de la 4G. On a des systèmes, on a 8 cartes SIM 4G qui sont associées, qui permettent d'envoyer un signal hyper robuste, vidéo, donc qui rentre dans une réalisation vidéo, et là, vous êtes vraiment dans un multiplex de qualité télé, quoi. Mmh. Donc ça, c'est vrai que pour des grands groupes ou des grandes entreprises qui ont des agences un peu partout, ça peut être hyper intéressant d'être à la fois au siège pour la grosse diffusion, mais aussi aller capter des images à droite Et à de faire gauche pour… participer des gens qui peuvent pas forcément se déplacer, dans la Ouais. communication interne, ça, c'est vraiment tout à fait intéressant, ouais. Parce que c'est vrai qu'on est parvenu dessus, mais un événement en distanciel ou en digital, à la fois, ça a des répercussions économiques où enfin, c'est moins cher d'organiser avec une petite équipe sur place et des gens à distance, mais aussi des répercussions, on va dire, écologiques ou environnementales où forcément, quand on fait des gros événements et qu'on a 300 ou 1000 personnes qui viennent de partout en France au même endroit, forcément, il y a aussi d'autres contraintes à ce niveau-là. Mais voilà, je pense que ça, c'était assez sous-entendu. Et justement, on parlait aussi de gros plateaux, de gros événements. Ce qu'on remarque de plus en plus en ce moment, c'est des petits plateaux, des petits podcasts réguliers. C'est-à-dire qu'avant, les entreprises, on va dire, avaient 3 gros événements par an qu'ils faisaient en présentiel. Là, on s'est rendu compte qu'ils ont un peu limité en disant on va faire un gros événement en phygital ou en digital. Et là, on arrive à une tendance où les entreprises veulent faire 2, 3 événements, on va dire, costaud en digital, c'est-à-dire avec du présentiel et du distanciel, pour encore une fois, en termes de coûts, en termes d'environnement, essayer de limiter un peu tout ça, mais aussi se dire, on va par contre faire des communications plus régulières en digital, en podcast, que ce soit en audio ou alors en petit plateau. Donc, on vous montrera, mais on aura bientôt un tout petit plateau qui permettra vraiment de faire ça et d'avoir des communications mensuelles envers, soit en interne ou en externe. Mais imaginez vraiment un planning sur un an avec 3 gros temps forts, du présentiel 100% une fois, du digital 2 fois, par exemple, sur certaines périodes. Et imaginez des petites communications régulières en petits dispositifs pour vraiment garder une sorte de fil rouge tout au long de l'année. À des coûts, extrêmement maîtrisés, hein, donc cette tendance, elle est quand même assez forte,
Pour preuve, on a investi plus de 500 000 € ces derniers mois pour s'équiper, pour refaire nos studios, pour refaire un deuxième studio. Là, vous êtes dans le studio, un de nos studios web. On est en train d'en finaliser un deuxième qui va être justement avec plus accessible pour faire des podcasts audio et podcasts audio-vidéo et puis des choses beaucoup plus simples. Mmh. Parce qu'on est persuadé que c'est une tendance lourde, comme le disait Thomas, qui va continuer dans le temps, qui va être vraiment des mix entre des événements présentiels. Mmh. Et pour finir, on ne pouvait pas passer à côté de ça, c'est tout ce qui est lié au plateau virtuel ou à la réalité augmentée. Donc là-dessus, voilà, on a fait quelques lives déjà, mais voilà, si tu des choses à rajouter? Alors nous, on a la chance, là vous le voyez pas, mais on est dans la chance cette image-là que vous voyez, c'est notre studio où on a un Mmh. grand fond vert. Alors le fond vert, ça date pas d'hier, hein, c'est vraiment des choses, des technologies qui existent depuis très longtemps. Mais ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, on va créer des plateaux virtuels, donc avec technologies, pardon, où on peut synchroniser des caméras avec des décors et ça, on a déjà fait une ou 2 prestations de ce type-là. On est en train de le développer de manière assez forte chez nous pour pouvoir mettre à disposition des dispositifs de fond virtuels, voilà, qui ramènent, notre environnement, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, qui vient d'éternuer. Voilà, c'est des choses qui sont assez tendances et nous, on a la chance d'avoir ce studio-là, hein, donc on peut tout à fait être, comme vous voyez sur la photo, mettre en place des dispositifs fond vert. Donc ça nécessite c'est une écriture différente, c'est une appropriation différente pour les gens qui sont dans le studio, mais c'est une tendance qui est assez forte et qui va se développer beaucoup en 2022. Et ce qui est sympa aussi avec cette technologie, donc à la fois créer son environnement, donc que ça soit en interne chez nous, par quelqu'un d'autre qui crée du plateau 3D ou en prenant des assets qui sont déjà tout faits. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir du coup des personnes qui sont pas au même endroit, mais qui se réunissent au même endroit pour faire une sorte de réunion à distance en présentiel, alors que quelqu'un est à New York, quelqu'un d'autre est à Paris. Du coup, on fait ce petit setup de studio fond vert, donc soit sur un grand fond vert, soit on peut l'imaginer aussi sur un petit un petit dispositif sur une personne, par exemple, et on les réunit ensuite sur le plateau virtuel, 2 personnes qui sont à distance et qui peuvent échanger. Enfin, vous en voyez de plus en plus, je pense que ce soit dans les films ou Le même à plus la connu, télé. c'était Obama avec, Oui, Oprah Winfrey qui avait fait il y a 1 an, c'était ouais, un live à distance comme ça, comme s'ils étaient dans le même décor, mais en fait, ils étaient dans des endroits complètement sur différents, quoi. 2 fauteuils en face à face, ouais. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant, ça peut, pareil, donner des idées ou en tout cas, pour certaines communications, ça peut être intéressant d'imaginer, de réunir des personnes qui ont pas l'habitude d'être ensemble. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour de la thématique. Alors on a parlé des différents types d'événements, des conseils pour réussir ces événements-là, des tendances un peu à venir. Je ne sais pas si du coup vous avez, alors quelques questions là-dessus, que ce soit justement sur, si vous avez déjà vous fait des événements, si ça vous intéresse d'en imaginer un petit peu plus hybride que d'habitude. En tout cas, voilà, n'hésitez surtout pas. Je vais essayer de regarder si vous avez des questions. Et donc, je ne sais pas si toi, François, tu as des choses à rajouter sur la Alors, thématique. oui, peut-être, une question que peut-être tout le monde, ne pose pas, mais tout le monde se pose, c'est combien ça coûte ce Tout type à fait. de dispositif? Je peux vous donner un ordre de grandeur, en moyenne, un plateau, web un peu élaboré, comme vous voyez ici derrière, avec un dispositif multicaméra, avec un streaming, privatif, le budget moyen, c'est 5 000 €. Voilà, donc vous avez, dans ce budget-là, entre plus ou moins, vous avez selon, la mise à disposition du dispositif, selon s'il faut faire des répétitions, selon s'il faut, se préparer la veille pour être prêt à 8 heures du matin le lendemain, voilà. Mais le prix moyen est autour de 5 000 €. Les dispositifs qu'on est en train de mettre en place, pour des situations plus simples, type podcast, audio, vidéo, on va sur des dispositifs, des podcasts à moins de 1 000 € clairement, à des choses un petit plateau, plus light, plus, plug and play comme on dit, où on a un dispositif fixe avec 3 caméras, on est sur autour de 2 000-2 500 € en termes de mise à disposition pour avoir un plateau avec un streaming. Donc vous voyez que c'est pas, alors évidemment, quand on se déplace sur site, c'est plus compliqué, c'est plus élaboré parce que enfin, c'est pas plus compliqué, ça prend plus de temps de l'installation,
mais c'est complètement absorbé aujourd'hui dans des budgets de communication. C'est sûr que faire un plateau à 5 000 € et réunir 400 personnes en physique, les rapports de coûts sont complètement, différents quoi et complètement inversés. Alors on n'a pas la convivialité, c'est sûr, Non, ça, c'est clair. du repas et de l'échange, mais il faut trouver justement, ces mixtes, pour faire, comme on dit, tout à l'heure, pour faire des événements en présentiel et des événements en digitaux et des événements en hybride. Bon, bah, j'ai l'impression que ça a l'air, plutôt enfin, j'espère en tout cas que ça a été clair de votre côté. Alors avant de finir, on refait une, petite conférence, le mercredi 20 à 14 heures, toujours en visio, où là, on va vraiment parler de ce qu'on a un peu, mentionné plus haut, c'est-à-dire les podcasts, audio. Comment, et pourquoi surtout les lancer en entreprise. Alors c'est vrai que c'est la tendance du moment, on en parle depuis quelque temps, mais ça existe depuis beaucoup plus longtemps. Il y en a beaucoup déjà qui s'y sont mis. Donc là, l'idée, c'est de voir un peu qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est intéressant pour vous, qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme audio, ne pas faire un podcast juste pour faire un podcast, mais comment ça peut s'inscrire dans votre réflexion. Là, on vous a donné déjà quelques pistes, je pense, sur justement l'événementiel, comment est-ce qu'on peut le transformer et surtout le saccader en différents types de contenus audio-vidéo. Donc, j'espère que si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire, hein. Ça me fera plaisir de vous revoir mercredi. Et si du coup, c'est clair pour vous que vous n'avez pas d'autres questions, ben, on vous souhaite, en tout cas, on vous remercie déjà d'avoir été là ce matin avec nous. Ah, il y a peut-être une question qui est Ah, arrivée là? oui, 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 ça, on peut éventuellement, oui. Vous demander si on peut envoyer les slides. De toute façon, on vous enverra le replay dans tous les cas. Oui, voilà. Deuxième question, est-ce qu'il y aura un accès au replay? Oui, oui. Il faut que je vois avec Jean-Marc du Biz Buzz si c'est possible. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra vous envoyer le replay juste après, en tout cas, soit cet après-midi ou demain. Euh, donc voilà, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Ça a l'air d'être bon. Merci, merci. OK. Eh ben, écoutez, en tout cas, c'était un plaisir pour nous de vous avoir ce matin avec nous, en distanciel, mais en tout cas dans nos studios. Bah, Euh, merci Thomas et puis merci à vous, et puis, je vous souhaite une bonne semaine, Biz Buzz alors. Voilà. Et puis on espère vous revoir très vite. Et on vous souhaite une très très bonne journée.